Scrutin législatif en République tchèque, il débute à 14 heures et se terminera demain à la même heure. L'ex-premier ministre populiste Andrej Babiš sent un retour. Avec quelles conséquences pour le pays et pour sa place au sein de l'Union européenne, car c'est à nouveau un rapport de force entre Moscou et Bruxelles qui s'engage. C'est de tout cela dont nous souhaitions parler aujourd'hui avec notre invité David Cadier. Bonjour. Voilà. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, chercheur associé et enseignant à Sciences Po Paris. Je vous remercie pour votre expertise. Alors, tout au long de la campagne, on l'a vu, la domination de l'ancien Premier ministre a été sans conteste, pardonnez-moi. Comment vous l'expliquez? Apportez-nous du contexte, justement. Alors, Andrej Babiš est effectivement en tête des sondages depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années. Son parti ANO avait gagné déjà les élections européennes, précédemment en 2024. Je pense que son score s'explique en grande partie par un certain désappointement de la population tchèque à l'égard du gouvernement actuel et aussi d'une stratégie populiste d'Andrej Babiš qui consiste à promettre monts et merveilles à l'électorat. Et pourtant, il y a des bons résultats concernant le bilan économique. Le déficit tchèque a franchement diminué, par exemple. Oui, mais je pense que le gouvernement actuel a plus un problème d'image. Il y a notamment eu un scandale. Le parti qui domine la coalition Spolu, le parti ODS, a été accusé d'avoir accepté des fonds en bitcoin, 40 millions. Donc ça a causé un scandale en République tchèque. Par ailleurs, le Premier ministre est un peu l'opposé d'Andrej Babiš. Petr Fiala, c'est un professeur d'université, spécialiste de l'Union européenne, très policé et peut-être qu'un électorat... Austère même. Oui, peut-être. Parce que froid hein, dans sa présence. Oui. À l'opposé, effectivement, du style populiste qui consiste un peu plus à renverser la table, à être peut-être un peu plus chaleureux et direct. On va peut-être le voir à l'image, d'ailleurs, Babiš, quand il fait campagne, parce que c'est assez évident quand on le voit, il nous fait penser à quelqu'un. Il a fait campagne, alors on le voit avec ses casquettes, hein, notamment des casquettes rouges, forcément, ça nous interpelle. On passe de l'autre côté de l'Atlantique. Il a fait campagne en camping-car. C'est vrai que c'est un... Parlez-nous de lui, parce que c'est un mania de l'agroalimentaire, un multimilliardaire ou milliardaire en tous les cas, qui a une certaine plasticité politique. Il était centriste, il est passé sur l'extrême droite de l'échiquier politique. Absolument. Donc il est entré un peu comme une comète dans le paysage politique tchèque dans les années 2010, avec son parti ANO, qui en tchèque veut dire oui, mais dont l'acronyme signifie l'association des citoyens mécontents. Donc déjà, on voit un oxymore, une dualité qui va en fait caractériser Andrej Babiš tout au long de sa carrière. Vous avez raison, ce n'est pas un idéologue. Il n'a pas d'idée très arrêtée, que ce soit sur l'Union européenne, que ce soit politique économique, et ainsi de suite. Il a mené une politique au pouvoir, d'abord comme ministre des Finances, puis comme Premier ministre jusqu'en 2021, en fait assez neutre, assez terne, sans prendre de position claire. Dans l'opposition, il semble s'être radicalisé, ou en tout cas, il a formé le parti des patriotes au Parlement européen, notamment à Viktor Orban. Il a adopté un discours plus dur à l'égard de l'Union européenne. Et donc, en fait, la question est quel Babiš va revenir au pouvoir s'il est réélu ce week-end? Et pour l'instant, c'est vrai qu'il fait beaucoup de promesses dont on se demande comment il va pouvoir les financer. Oui, alors c'est beaucoup de critiques en fait à l'égard du gouvernement en place, et c'est un peu l'évolution structurelle du paysage tchèque, comme beaucoup d'autres pays centre-européens où des populistes ont été au pouvoir. Ils ont été suivis par des anti-populistes, et on voit en fait une polarisation où les partis politiques ont moins de choses à proposer que d'attaques à fournir contre leurs adversaires. Et Andrej Babiš est effectivement beaucoup sur cette ligne. Vous l'avez mentionné, il n'est pas politicien à la base, il est homme d'entreprise, et il a toujours promis de gérer le pays comme une entreprise. C'est ce qu'il avait fait et c'est ce qu'il promet de faire à nous. Et d'ailleurs, il pourrait y avoir conflit d'intérêts s'il accédait au pouvoir, ce qu'a rappelé le président qui s'est exprimé à ce sujet en disant est-ce qu'il est à même à diriger le pays alors qu'il va recevoir, son entreprise va recevoir des financements européens? Alors effectivement, il y a une question à ce sujet. D'ailleurs, quand on parlait du fait que Andrej Babiš n'est pas un idéologue, il avait un discours pro-européen jusqu'à qu'il soit mis en cause à travers son entreprise pour des soupçons de malversation ou de gestion illégale de fonds européens. Ce processus judiciaire est encore en cours, on ne sait pas où est-ce qu'il va aboutir, et donc effectivement il y a des spéculations quant au fait que peut-être que même si le parti ANO gagne, Andrej Babiš ne devienne pas Premier ministre. L'autre raison qui pourrait conduire Andrej Babiš à ne pas occuper le devant de la scène, c'est
la question des alliances avec d'autres partis. Peut-être que ce sera une façon d'amadouer certains partis plus centristes pour former une coalition, puisque ce qui semble clair, c'est que ANO risque d'arriver en tête des élections, mais ne disposera pas d'une majorité suffisante pour gouverner. Et donc, la République tchèque étant une démocratie parlementaire, une coalition devrait être formée entre ANO et d'autres partis. Il faut que nous parlions effectivement, nous arrêtons ce paysage politique tchèque. Il a une avance confortable, 10 points d'avance de plus que son rival, mais effectivement, il y a 28 formations politiques, ce qui est considérable pour un pays qui compte 8 millions d'électeurs, je crois. Comment expliquez-vous cet éclatement du paysage politique? C'est effectivement un paysage politique très fragmenté. Et je l'expliquerai par, encore une fois, un certain désappointement des populations à l'égard de leur classe politique, qui fait que tous les 4 matins, un nouvel homme providentiel, une nouvelle femme providentielle peut arriver en prétendant avoir la solution et faire le ménage. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que c'est comme ça qu'Andrzej Babiš avait été élu la première fois. Il avait fait campagne contre la corruption des hommes politiques. Il est effectivement paradoxal qu'il a quitté le pouvoir une première fois après être soupçonné lui-même de malversation. Mais donc, encore une fois, je pense que c'est effectivement ça qui explique la fragmentation du paysage politique tchèque, qui contient des partis qui sont, somme toute, très différents les uns des autres. Il a une avance confortable, mais les partis traditionnels ont déjà indiqué qu'ils ne gouverneraient pas avec lui. Ça veut dire qu'il risque de se retrouver dans la situation de 2021, de ne pas réussir à former un gouvernement et de ne pas accéder au pouvoir. Je pense qu'il arrivera à former une coalition, parce qu'il a quand même une avance assez confortable selon les sondages. Et surtout, il y a beaucoup de partis qui souhaitent, malgré tout, être au pouvoir. Et donc, même des partis qui, à première vue, pourraient avoir une idéologie ou des positionnements assez différents, pourront s'allier avec Andrzej Babiš. Mais quel parti sera l'allié d'Andrzej Babiš est une question qui occupe beaucoup les chancelleries européennes ce week-end, puisque ça pourrait avoir des conséquences, notamment pour le positionnement européen et l'orientation internationale du pays. On va en parler dans un instant. J'avais envie quand même de vous entendre sur l'ampleur de la désinformation dans ce scrutin. On en a beaucoup parlé avec la Moldavie la semaine dernière, avec la Roumanie, avant cela avec la Géorgie. Quelle est la réalité sur le terrain ? Alors, c'est un problème en République tchèque dont les autorités et la société civile s'est saisie de fait depuis plus d'une dizaine d'années. Mais c'est vrai que ces derniers jours, les autorités ont mis en garde contre une recrudescence de comptes, notamment sur les réseaux sociaux, qui poussaient sciemment des messages pro-russes. C'est vrai que c'est ce qui nous impressionne dans ces pays que j'ai cités, c'est que les réseaux sociaux commencent à avoir beaucoup plus d'importance, ont déjà beaucoup plus d'importance et de force et de crédibilité, ce qui est vraiment à risque, que la presse traditionnelle. C'est cette bascule à laquelle on a assisté ces dernières années. Oui, je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, en réalité, mais je pense que c'est aussi un des médiums privilégiés, notamment par les acteurs populistes, qui préfèrent contourner les médias traditionnels ou même les institutions traditionnelles pour entretenir un lien direct avec la base, avec le peuple qu'ils souhaitent ou prétendent représenter et incarner. Mais ça sape un pilier de la démocratie. Or, on parle de profils d'hommes qui ont des profils autoritaires. On le voit, en Hongrie, on va saper la justice, on va saper l'information. C'est là qu'est le risque, en somme. Oui, je ne qualifierais pas Andrzej Babiš de profil autoritaire, en tout cas pas pour l'instant. Il n'a pas mis en cause l'état de droit lorsqu'il est au pouvoir. Et le programme que son parti a publié il y a quelques jours ne contient rien qui l'indiquerait. Vous nous parliez donc des conséquences sur les relations entre la République tchèque et l'Union européenne, sur l'implication du pays aussi en Ukraine. On sait que c'est un pays qui a été, avec l'actuel Premier ministre, qui a été très impliqué, qui a apporté beaucoup d'aide militaire et qui accueille aussi sur son territoire énormément 400 000 réfugiés ukrainiens. Absolument. Par capita, en termes de rapport à la population, c'est probablement le pays européen qui a le plus de réfugiés ukrainiens sur son territoire. Et c'est effectivement un pays qui était à la pointe du soutien à l'Ukraine dès les premiers jours, en transférant à l'Ukraine des armements que les autres pays européens au début n'osaient pas donner aux Ukrainiens. Et donc c'est effectivement un gouvernement qui s'est démarqué, qui s'est affirmé par ses positionnements très pro-ukrainiennes, très anti-russes, très fermement pro-européennes et atlantistes, le gouvernement actuel. Andrzej Babiš, dans la campagne, a critiqué parfois ce positionnement, non pas qu'il souhaite que la République tchèque repasse dans un nouveau pacte de Varsovie, mais plutôt sur le thème le gouvernement actuel ne s'occupe que de la politique étrangère, ne s'occupe que en fait des Ukrainiens et pas assez des Tchèques. Donc lui, il a souhaité
revoir un petit peu cette aide. Mais c'est surtout d'autres partis, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, qui pourraient être des alliés d'Andrzej Babiš, qui, eux, ont vraiment un positionnement anti-OTAN, anti-Union européenne, et qui critiquent vertement l'action du gouvernement tchèque en faveur de l'Ukraine. Et ça, on a pu l'entendre notamment en Moldavie. La différence, c'est qu'en Tchéquie, on a des eurosceptiques. C'est un pays, je crois que j'ai vu, voilà, seuls 29% des Tchèques ont une opinion positive de l'Union européenne. C'est un mariage de raison, cette alliance avec l'Union européenne. Alors, ça tient beaucoup à l'histoire tchèque. Dans le passé, il y avait aussi des leaders tchèques qui étaient assez eurosceptiques. On se souvient de Václav Klaus, par exemple. Et c'est, oui, encore une fois, dû à l'histoire tchèque d'anciennes provinces de l'Empire austro-hongrois, qui s'est toujours un peu méfié des pouvoirs supranationaux. Et donc, il y a effectivement un certain fond d'euroscepticisme chez une partie assez conséquente de l'électorat tchèque. Pour autant, il n'y a aucun gouvernement tchèque qui s'est approché de l'idée d'une sortie de l'Union européenne jusqu'à maintenant. Mais malgré tout, de manière, j'ouvre le prisme, Pologne, Hongrie, Serbie, Slovaquie, on voit qu'il y a une montée populiste, notamment dans les pays d'Europe de l'Est. Comment vous l'expliquez ? On a l'impression qu'en Europe, elle vient par l'Est, en fait, cette montée populiste. Oui, alors c'est des vagues. Et donc, il y avait une première vague déjà au milieu des années 2010. Souvenez-vous, en 2015, au moment de la crise des réfugiés, tous les 4 pays de Visegrad, donc Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Pologne, étaient dirigés par des leaders gouvernements populistes. Je pense que ça, encore une fois, ce n'est pas simplement en Europe centrale, c'est le cas dans d'autres pays d'Europe, en Italie, en France, les partis populistes aussi ont des bons scores. Mais il y a quelque chose de spécifique qui, à mon avis, a trait à l'expérience de l'élargissement. Et la façon dont le libéralisme s'est imposé, parfois un peu par la force, dans ces pays. Mais le bloc européen est moins attrayant pour les populations, peut-être. Elles comprennent moins l'avantage qu'elles peuvent tirer de faire partie de cette formation européenne. Encore une fois, je pense que l'avantage est bien compris par la société civile, par les entreprises, par une grande partie de la population. Et critiquer l'Union européenne ne veut pas forcément dire la quitter. Et c'est pour ça que c'est assez important d'apporter un peu de nuance sur le cas Babiš, qui aujourd'hui est présenté comme eurosceptique, alors que si on s'en tient à son bilan au pouvoir, il ne mérite pas du tout ce qualificatif. Au contraire, il avait, encore une fois, avant d'être mis en cause pour la gestion des fonds européens, un discours presque plus européen, plus pro-européen que beaucoup de premiers ministres tchèques. Et les décisions qu'il a prises, s'il s'agit de nominations à Bruxelles ou de choix sur des questions européennes, étaient en fait plutôt pro-européennes. Donc il faut, à mon avis, distinguer le discours, la critique à destination de la politique intérieure et les choix qui vont être faits à Bruxelles. Robert Fico, en Slovaquie, vraiment incarne cette dualité. Très, très critique à l'égard des institutions européennes en politique intérieure, mais lorsqu'il s'agit de voter derrière porte close au Conseil européen à Bruxelles, il ne souhaite pas, en vérité, être associé à Viktor Orban et il suit plutôt une ligne consensuelle européenne. Donc, ce que l'on comprend, c'est que même s'il y a ingérence de la Russie dans ce scrutin, la Russie, Moscou, n'aura pas forcément de prise sur ce dirigeant, s'il parvenait à former une formation. Non, encore une fois, lui, il est décrit aujourd'hui comme pro-russe, mais de la même manière, son bilan n'indique pas ça. Il y a eu un moment assez important lorsqu'il était Premier ministre, c'est que les services de sécurité tchèques ont révélé que le renseignement russe était à l'origine d'une explosion d'un dépôt de munitions en République tchèque qui avait causé 2 morts. La réaction de Babiš et de son gouvernement n'a pas du tout essayé d'excuser la Russie, comme l'avait fait d'ailleurs le président d'alors, Miloš Zeman, mais il a dénoncé un terrorisme d'État de la Russie, il a expulsé des diplomates russes. Aujourd'hui, en fonction de ses alliés, le discours pourra changer. Certes, certains des alliés, l'extrême gauche Tachilo et Okamura, l'extrême droite, le SPD, sont sur une position pro-russe. Mais il n'est pas du tout dit que ce sera ces partis qui s'allieront à Andrzej Babiš. Et même si c'était une coalition qui les incluait, le président tchèque, Petr Pavel, ancien général qui était à l'OTAN, a déjà souligné qu'il refuserait de nommer, de confirmer des ministres dont la ligne était explicitement de quitter l'OTAN ou de quitter l'Union européenne. David Cadier, merci beaucoup.